RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand merci d'être toujours avec nous. C'est De quoi je me mail. Vous le savez, toute l'actualité des nouvelles techno le dimanche matin à la radio et puis bien sûr en version audio sur l'appli RMC sur votre smartphone sur rmc.fr et la vidéo qui vous attend sur 01 TV, la chaîne YouTube de 01 TV ou sur 01nettv.com. On va parler maintenant de sécurité, de cybersécurité. On a tous évidemment l'appréhension un jour d'avoir une arnaque, d'avoir un virus sur son ordinateur. Aujourd'hui, c'est vrai que les différents moyens, en tout cas les différentes manières qu'ont les personnes malveillantes pour arnaquer les gens devient quand même assez importante. Il y a énormément de choses, énormément de menaces. Et on va en parler avec notre invité. Je suis ravi d'accueillir Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît. Bonjour François. Benoît, vous êtes expert en cybersécurité auprès d'IZ. IZ qui est on va dire un expert en cybersécurité depuis de nombreuses années. Je crois que vous avez été créé en 1987. C'est exact, c'est la date à laquelle on a trouvé notre premier virus. Voilà. On vous appelle aussi Note 32. Il y a deux noms concernant IZ. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt IZ que Aujourd'hui, vous c'est conservez. IZ, c'est la marque. Note 32, c'est le premier logiciel qui a été développé il y a de ça plus de 30 ans. Vous vous rendez compte, 1987. Et déjà, il y avait des virus. Et déjà, il y avait des virus qui attaquaient les machines. C'est dingue ça. Alors qu'il y avait Windows bien sûr, mais on était loin d'un Windows très populaire. Comme quoi, on va dire la cybersécurité, c'est un vieux sujet qui évolue d'année en année. On le voit, il y a encore, on va dire quoi, 10-15 ans, on avait peur d'attraper des virus sur son ordinateur. On installait des suites de logiciels qui, en fait, protégeaient notre ordinateur. Quelles sont les dates importantes à votre avis en termes de cybersécurité ? Je pense que une des premières dates, c'est l'adoption et la diffusion du personnel computer, donc du PC. Et à partir de là, ont commencé à proliférer les différents éditeurs malveillants également. Et ensuite, on a l'adoption en masse du smartphone. Et ce passage au smartphone, à la mobilité et à l'ordinateur portable ont vraiment modifié à la fois notre façon d'interagir. On n'a plus l'ordinateur dans le salon où toute la famille est là autour, où on se partage des informations sur les disquettes, mais on va avoir des usages qui vont être complètement différents de ceux que l'on pouvait avoir au début. Les premiers virus s'échangeaient par disquette, finalement, c'est ça. C'était le premier vecteur d'infection. Le premier périphérique, on va dire, de stockage. Oui. C'est étonnant. Il y avait aussi cette frayeur de voir des virus qui pouvaient être installés sur des disquettes et qui pouvaient détruire un ordinateur. C'était une légende, ça, ou est-ce que vraiment il y avait des virus qui pouvaient détruire des ordis ? Alors, je pense que il y a eu quand même beaucoup de légendes sur les différents virus. On pouvait effacer les ordinateurs, on le peut toujours d'ailleurs, on a vu des menaces qui le font aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fantasmes quant au virus et quant à ce qu'il est possible de faire. Oui, à cause d'un virus, on ne peut pas faire flamber un ordinateur, quoi. Il faut pas exagérer. C'est compliqué. Par contre, on s'aperçoit aussi que les virus qui s'attaquaient aux ordinateurs personnels s'attaquent maintenant beaucoup plus à l'industrie, s'attaquent beaucoup plus à tout ce qui est au final connecté. Donc quand on parle de menaces, on parle de menaces chez soi, bien entendu, mais quand on est dans le milieu professionnel, on le voit, on a énormément d'activités qui nous permettent de protéger les professionnels également. On va parler d'évolution, évidemment, de ces attaques malveillantes. Aujourd'hui, on évoque beaucoup les ransomware. Est-ce que le mobile aussi peut être une cible pour les pirates ? Mais un mot sur IZ quand même. Vous êtes un incontournable de la sécurité. Vous avez une vraie légitimité en plus, puisque je crois que vous travaillez avec des institutions qui vous font confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes ? Oui, alors en quelques mots, EZ, c'est la première société européenne éditeur de solutions de cybersécurité, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Aujourd'hui, c'est plus de 13 centres de recherche dans le monde entier. On a 2500 collaborateurs. Et effectivement, dans les références, on équipe notamment, on a le plaisir d'équiper la gendarmerie nationale. Donc tous les postes de travail des gendarmes sont équipés avec EZ. Et puis, on équipe également cybermalveillance.gouv.fr, qui est certainement un sujet qu'on abordera quand on parlera de la sensibilisation. Et ensuite, il y a énormément d'entreprises, petites et moyennes. Et notre force, c'est justement de s'appuyer sur un réseau local de revendeurs qui nous connaissent bien et qui vont diffuser EZ auprès de leurs clients. Et ce côté local est très, très important pour nous. Benoît Grunenwald, EZ, c'est aujourd'hui une grosse part de marché pour le business, on va dire pour les entreprises, et les particuliers dans tout ça. Ça compte pour vous ?
Alors, les particuliers, c'est un peu moins de la moitié de notre chiffre Ah, quand d'affaires. même. C'est énorme. Et en fait, je pense qu'on a un petit déficit de notoriété parce que justement, on s'appuie sur plus de 4000 revendeurs en France et dans les dom-toms Mhm. qui font le travail pour nous d'aller convaincre et apporter finalement la meilleure des solutions à leurs clients sans pour autant en faire la publicité. D'accord. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette notoriété pour faire en sorte que le particulier et l'entreprise soient beaucoup plus au courant de notre existence. Il y a du monde en plus, on va dire, sur le marché des acteurs de la cybersécurité. Alors évidemment, il y a les McAfee, il y a les Norton, qu'on ne présente plus. Microsoft aussi, avec sa suite qui est installée dans Windows depuis pas mal d'années. Comment expliquer à tous ceux qui nous regardent qu'aujourd'hui, avoir une suite comme la vôtre, en plus de celle de Microsoft, par exemple, si on a Windows, est aujourd'hui indispensable? Quels sont les atouts? Alors, on l'a dit, on existe depuis plus de 30 ans maintenant. On a une technologie qui est à la pointe, qui est vraiment au top. Nous ne faisons que cela. Et ça aussi, c'est un point important parce que nous sommes vraiment des spécialistes de la cybersécurité. Et des tests indépendants montrent parmi les suites de sécurité, celles qui sont soit gratuites, soit incluses dans le système d'exploitation par défaut, par exemple, ne sont pas aussi performantes que les nôtres. Mais c'est mieux que rien, on va dire. Ce qu'installe Microsoft aujourd'hui évite quand même quelques dégâts, non? Oui, malgré tout. Malgré tout, c'est mieux que rien. Et pour autant, pour faire face aux menaces actuelles, on s'aperçoit que mieux que rien, c'est pas assez. Et quand on pense à tout ce que les cybercriminels peuvent récupérer et ou influencer sur notre machine, il faut quand même à un moment passer à un stade supérieur et avoir une protection qui soit beaucoup plus complète, notamment dans une suite de sécurité premium. On va inclure un gestionnaire de mots de passe, on va inclure un navigateur sécurisé et on va s'intégrer dans l'écosystème. VPN aussi? Le VPN n'est pas aujourd'hui une fonction que l'on propose pour différentes raisons, notamment parce que quand on souhaite se protéger, le VPN, ce n'est pas forcément la première brique que l'on va mettre en place. Oui, alors que vous avez des concurrents qui le font, qui proposent des VPN dans une offre un peu globale. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est la différence entre la suite gratuite et la suite payante. Parce que c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour télécharger des suites de logiciels de sécurité qui sont complètement gratuites. Quelle est la différence en fait entre la version gratuite et la version payante? Alors la version gratuite, bien souvent, a un business model qui est différent d'une version payante. Oui. On sait que sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et donc la plupart du temps, il y a des conditions générales et des conditions d'utilisation qui font que certaines données peuvent être récupérées par l'éditeur qui va vous offrir un service gratuit. Donc en fait, le service n'est pas vraiment gratuit. Par exemple, EZ, si je télécharge la version gratuite, qu'est-ce que vous allez récupérer comme données? Alors nous n'avons pas, et justement ça c'est la différence, nous n'avons pas de version gratuite. Vous n'avez pas de version gratuite? On n'a pas de version gratuite, uniquement des versions payantes dans le respect du client, de ses données personnelles et de sa protection. Et effectivement, le client paye pour un service et contre ce service, il a ce à quoi il s'attend. C'est pour ça donc vous ne proposez pas de version gratuite. C'est-à-dire que Exactement. vous estimez que le modèle économique de ces suites de logiciels, c'est le payant pour que les particuliers gardent leurs données, en fait. Exactement. C'est ça? Et la sécurité de la donnée et la privacy, donc ce qui importe aux clients, c'est bien effectivement de pouvoir payer pour ce service pour être sûr que les données qui vont arriver chez nous soient anonymisées et surtout ne soient pas réutilisées en termes marketing. On le disait tout à l'heure, dans les années 90, 2000, les principales menaces étaient les bons vieux virus, qu'on recevait par mail ou par périphérique de stockage ou par Internet, finalement, qui pouvaient donc prendre en fait, les commandes de la machine. On voit que ça existe toujours, ça, mais on en parle beaucoup moins. En fait, on va dire toutes les personnes malveillantes qui se sont intéressées au numérique ont trouvé des parades et sont allées sur des terrains qui sont parfois très intéressants, même au niveau du bon sens et de l'intelligence, parce qu'il y a de l'intelligence derrière tout ça. Est-ce que l'ingéniosité, énormément d'ingéniosité. L'ingéniosité, bien sûr, la malice, en quelque sorte. Quelles sont les grandes étapes qui ont fait qu'on est passé du virus aujourd'hui au ransomware, par exemple?
Encore une fois, ce sont les usages. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, on avait peu d'appareils photo numériques, eh bien, aujourd'hui, on en a tous un à minima sur notre smartphone et on va stocker, par exemple, ces informations sur notre ordinateur personnel ou sur notre smartphone. Et donc, quand le ransomware arrive, il nous met dans une position délicate en nous disant « si tu ne payes pas, je ne te rends pas l'accès à tes photos ». Et on sait tous que ça n'a pas de valeur financière, mais ça a une valeur sentimentale énorme. Et du coup, le cybercriminel joue sur ce biais-là. Et effectivement, quand on avait des disquettes, des ordinateurs fixes à la maison, ben, on avait aussi moins d'appareils photo numériques. Donc du coup, le chantage était beaucoup moins facile et avait beaucoup moins de sens. De même, lorsque le cybercriminel nous amène à lui dévoiler contre notre volonté nos identifiants bancaires, ben, il y a de ça 10, 20 ans, ça n'existait pas. On recevait nos comptes par courrier, on allait voir notre interlocuteur à la banque, on se déplaçait, on avait le téléphone. Aujourd'hui, ça se fait majoritairement par Internet. D'accord. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des faits divers d'actualité avec des ransomware qui attaquent de grandes sociétés, avec parfois des conséquences catastrophiques. Un ransomware, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et en quoi ça peut faire de gros dégâts? Un ransomware, le rançongiciel, comme on l'appelle en français, le rançongiciel en français. Rançongiciel, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Parce que la plupart des solutions de sécurité efficaces, payantes, détectent la majorité des rançongiciels, mais pour pouvoir arriver à introduire le rançongiciel dans le système d'information, donc que ce soit un ordinateur chez soi, son smartphone, beaucoup de rançongiciels également fonctionnent sur les smartphones, eh bien, il faut avant tout amener l'utilisateur ou rentrer dans le système d'information pour aller mettre le rançongiciel. Notamment si on prend un exemple d'une agglomération qui est dans le sud de la France, ils se sont fait pénétrer par leur système d'information. L'attaquant a regardé ce qu'il y avait de disponible, il a récupéré des informations de manière discrète, et une fois qu'il a fait ça, il a enclenché le rançongiciel. Et donc, c'est-à-dire qu'il pompe toutes les données pour en faire une sauvegarde, c'est ça, en quelque sorte, oui. Et après il appuie sur un bouton et il ferme l'accès. En fait, il ferme l'accès aux données pour tous les ordinateurs. Complètement. Et de là, la direction des systèmes d'information sont pieds et poings liés et constatent qu'ils n'ont plus accès à leurs serveurs, à leurs données, au logiciel de paye, etc. Et donc, le rançongiciel est la partie émergée de l'iceberg. Et le cybercriminel va faire en sorte de contacter l'entreprise ou l'agglomération ou l'entité qui a été prise en otage pour lui demander une rançon. Et cette rançon va être de deux types. Le premier type, c'est « payez-moi et je vous redonne accès à ces données », ce qui généralement ne se fait pas, en tout cas on n'est pas encouragé, parce que payer une rançon, c'est alimenter le business. Et puis ensuite, on n'est pas sûr de récupérer ces données parce qu'elles peuvent être corrompues et où le cybercriminel, on discute avec un cybercriminel, donc on n'est pas sûr de sa bonne foi finalement. Et si on ne paye pas parce qu'on est bien préparé et que l'on a de quoi restaurer, remettre le système d'information. Oui, parce que là, le b.a.-ba, là, c'est de sauvegarder en fait toutes les données sur un autre serveur autre part. Complètement. Au cas où, de le déconnecter. Pour éviter que le cybercriminel qui est rentré et qui a regardé ce qu'il y avait dans le système d'information n'ait accès aussi également aux sauvegardes. Et donc, si on ne paye pas, comme le cybercriminel a récupéré des informations, parfois des informations personnelles, des données RH, des données sensibles, eh bien, il menace de les divulguer, ce qui va mettre en péril à la fois l'image de l'entité, mais également peut la faire tomber sous le coup du RGPD. Donc les règlements européens sur les données personnelles, qui dit que vous, entité privée ou publique, devez faire en sorte que les données personnelles... On est responsable en fait de la sécurité de ces données. Exactement. Et là, on est toujours responsable, mais les données, elles sont dans la nature, quoi. Oui. Et malgré tout, on peut être condamné dans ce cas-là ? À partir du moment où les données ont fuité et qu'il n'y a pas eu d'éléments nécessaires et suffisants pour assurer leur sécurité, effectivement, on peut être condamné. Mais là, c'est la CNIL qui juge. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive ? On parlera tout à l'heure des particuliers, mais une entreprise qui est victime de rançongiciel, qu'est-ce qu'elle doit faire à partir du moment où son ordinateur est inaccessible ? Vous dites qu'il ne faut pas payer, mais est-ce qu'elles ont le choix de ne pas payer ? C'est ça la question. Si elles n'ont pas de sauvegarde, il y en a qui payent, hein, on le sait.
Complètement. Alors ça ne se sait pas. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, Ça ne mais se il y en dit a pas, qui ça se payent. négocie. Je dirais qu'en fonction de votre taille et de la criticité, déjà, il faut faire appel à un professionnel. Parce que si on s'est fait attaquer par un ransomware de manière réussie, c'est qu'on a un problème de cybersécurité. Et donc, il faut faire appel à des professionnels qui vont venir analyser, vérifier s'il y a effectivement peut-être des bouts de sauvegarde ou s'il y a moyen de déchiffrer. Parfois, les cybercriminels commettent des erreurs. Et on a vu dans certains cas, la possibilité de récupérer les données sans payer parce que la clé qui permettait le déchiffrement était disponible à tel ou tel endroit et qu'on arrivait à récupérer les données. Vous faites ça vous aussi? C'est-à-dire Alors, que vous êtes sur la prévention, vous, en bien fait, sûr. finalement, avant que ça arrive. Mais quand ça arrive, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour essayer de dépatouiller des entreprises qui sont dans le Dans cette souci? situation complètement. On s'appuie sur des réseaux d'experts parce que dans la cybersécurité, on l'a dit, on a énormément de confrères dont Bien sûr. le C'est un terme est réseau, en fait. antivirus, Ouais. mais on a aussi énormément d'acteurs qui vont faire que cet écosystème fonctionne, et notamment, c'est ce que l'on appelle la réponse à incident. Donc nous, on participe à la réponse à incident. Il y a des sociétés dont ce n'est que le métier et on va s'appuyer sur eux pour piloter le projet. Et nous, on va amener des réponses techniques, des analyses de virus, des analyses de code, vérifier où et comment discutent les différents attaquants. Et grâce à ces informations techniques, on va aider le pilotage de la réponse à incident. Et c'est ce que l'on a fait notamment conjointement, par exemple, avec Microsoft, pour faire en sorte qu'un réseau de botnets qui commençait à envoyer des ransomware soit réduit dans son activité. On s'est associés avec les forces de l'ordre, Microsoft, et on a fait en sorte que le réseau soit en anglais disrupted, c'est-à-dire qu'il soit mis à l'arrêt. D'accord. Parce que ce sont des botnets qui diffusent les rançongiciels la plupart du temps. Comment ça je ne sais pas moi, une société, comment est-elle contaminée par un rançongiciel? Alors, il y a C'est plusieurs toujours le même moyens, scénario ou... Alors, disons qu'il y a un certain nombre de scénarios types. L'un des plus fréquents, c'est le phishing, c'est-à-dire l'email d'hameçonnage envoyé à une personne dans l'entreprise qui va cliquer, installer un logiciel. Sans s'en rendre compte? Sans s'en rendre compte, et puis surtout pas forcément malveillant. Et c'est là où la suite de sécurité va faire son office parce qu'elle va regarder comment fonctionne le logiciel et aussi avec qui le logiciel discute et est-ce qu'il a un comportement suspect. Et donc, ça, c'est le premier moyen. Et ensuite, il y a également des failles, des ouvertures, des portes ouvertes. Notamment, vous avez un prestataire de service à qui vous allez laisser accès pour pouvoir travailler, qui travaille à l'extérieur. Et ce prestataire de service va lui-même peut-être se faire infecter ou alors va mettre un login et un mot de passe trop simple sur un VPN. Et dans ce cas-là, le cybercriminel va pouvoir y accéder. Qui est responsable dans ce cas? Est-ce que c'est le prestataire de service? Ça, c'est l'analyse au moment de la réponse à incident qui va effectivement démontrer les différentes responsabilités. Je pense que quand on est une entreprise et quand on est dans cette situation-là, cette analyse arrive plutôt a posteriori. Bien sûr, après avoir éteint tous les incendies. Exactement, et peut-être quand on commence à discuter de cyberassurance et de qui va payer. Mais effectivement, quand on est dans la réponse à incident, la première question, c'est de trouver l'origine et surtout de refermer cette origine. Parce que si on restaure tout comme avant, mais qu'on n'a pas trouvé comment étaient rentrés les attaquants, finalement, peut-être que l'on remet la porte d'entrée qu'ils ont utilisée. Benoît Grunenwald, est-ce qu'on sait combien d'attaques ransomware il y a chaque année dans le monde? On a une idée ou pas? Ou est-ce que c'est un sujet tabou ou secret? Alors, tabou, peut-être pour certaines grandes entreprises ou certains acteurs qui ne souhaitent pas le divulguer, notamment pour le coût du RGPD et des conséquences que cela pourrait avoir également sur leur image, tout en sachant qu'on a quand même vu que quand une entreprise communique activement et de manière responsable, eh bien les conséquences sont vraiment minimisées et parfois même elle en sort grandie. Justement pour la qualité de la gestion de la crise. Ensuite, il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui ne se déclarent pas comme telles. Et du coup, il est très compliqué d'avoir des statistiques réelles sur le nombre d'attaques. L'ANSSI, donc l'agence gouvernementale française qui gère ce type d'incident sur les grandes entreprises, a, elle, noté une forte recrudescence des ransomware. On parlait des sociétés, mais les particuliers sont aussi visés par les ransomware?
Oui, mais pas de manière aussi ciblée que celle que peut être une entreprise, parce que le particulier, on va plutôt compter sur l'effet de masse. C'est-à-dire qu'on va se dire, ce particulier, Oui. ou une tranche des particuliers a un système d'exploitation qui n'est pas à jour. Cela me permet de rentrer, et du coup, je vais envoyer en masse soit un email d'hameçonnage, soit directement une attaque, parce que je peux rentrer chez lui. Et dans ce cas-là, je vais compter sur l'effet de levier. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui nous écoutent pour minimiser en fait ces attaques, au-delà du fait d'installer une suite de Une suite de sécurité. de sécurité. Alors, Est-ce qu'il y a des best practices, on va dire? Oui, il y a quand même des éléments qui sont importants. Si on est un particulier notamment, et que l'on fait des sauvegardes de ses machines, de son ordinateur, c'est de bien penser à faire une sauvegarde sur un disque dur externe, par exemple, un média amovible, et de le déconnecter une fois qu'on a fini sa sauvegarde, et de faire une rotation. Par exemple, on fait une sauvegarde sur un disque dur, les semaines paires, on prend ce disque dur et on l'emmène chez une personne de confiance, et on récupère chez la personne de confiance un autre disque dur sur lequel on va refaire une sauvegarde. Et si on change comme ça, on fait une rotation toutes les semaines, on a déjà un premier élément qui est très important, c'est la possibilité d'avoir une sauvegarde et de repartir avec ces données, les photos par exemple, et puis tous les éléments dématérialisés. Alors c'est un peu fastidieux, hein, c'est clair, hein, mais c'est une gymnastique. C'est le prix de la tranquillité, on va dire. Fastidieux, ça ne l'est pas trop. C'est une gymnastique, il faut avoir, Oui, c'est sûr. une habitude. Il faut également avoir une bonne hygiène dans ses mots de passe. Parce que si vous avez un login, donc votre adresse email, et un mot de passe à la fois trop simple et ou que vous réutilisez sur tous les sites, on sait que certains sites ne sont pas très bien sécurisés et que dans le darknet, dans le marché noir des cybercriminels, se vendent des logins et des mots de passe pour permettre à ceux qui vont les utiliser par la suite d'accéder à des comptes. Si vous avez le même login et le même mot de passe sur votre adresse de messagerie, sur votre compte réseau social, A, B, C, sur votre compte pour accéder à amélie.fr par exemple, et bien à partir du moment où un de ces comptes est corrompu, et bien en fait le cybercriminel a accès à l'intégralité de vos comptes, et ils ont développé des logiciels qui vont tester le login et le mot de passe sur le site A, le site B, le site C, le Donc site ils n'ont etc., même pas besoin de le faire manuellement, ça se fait automatiquement. C'est complètement automatique. D'accord, ils peuvent traiter des milliers de personnes et d'emails quasi en temps réel, en fait. Complètement. Et le problème, c'est que si l'adresse email est le premier élément corrompu, eh bien, vous pouvez aller sur tous les autres sites, dire « j'ai perdu mon mot de passe », on vous renvoie le lien pour réinitialiser le mot de passe dans l'adresse email, et là on est cuit. Potentiellement, on a perdu l'accès à toute sa vie numérique. J'installe votre suite, d'accord? Donc il y a une période d'essai, c'est pour ça tout à l'heure je disais que c'était gratuit, parce que c'est vrai qu'il y a une période d'essai. Complètement. Et puis après, on paye un abonnement. On a souvent reproché à ces suites de sécurité qu'elles ralentissaient en fait les ordinateurs, notamment les ordinateurs d'entrée de gamme, pas très puissants, avec pas beaucoup de mémoire vive. Sincèrement, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'on peut comprendre que ça ralentisse, puisque c'est quelque chose qui surveille de manière perpétuelle en fait la machine. En ce qui nous concerne, on a réalisé cette prouesse technologique d'inclure un certain nombre d'éléments que l'on appelle multicouches, qui vont analyser ce qui arrive sur la machine, et notamment avec de l'intelligence artificielle, plus particulièrement une sous-catégorie qui est le machine learning. Et donc cette technologie est ancrée dans nos logiciels depuis à peu près 1992. Et donc, on évolue depuis 1992, on fait évoluer notre technologie intelligence artificielle pour qu'elle le soit la plus efficace possible et la moins gourmande possible. Et aujourd'hui, on arrive à ce compromis, et on a beaucoup de nos clients, notamment dans les administrations, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Oui, qui ont des ordinateurs qui ont parfois plusieurs années. Exactement. Voire plus. Voilà, ce ne sont pas des startups qui changent leurs ordinateurs régulièrement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ils nous choisissent, entre autres, pour différentes raisons, mais ça, c'est vraiment la raison principale, c'est cette légèreté et cette économie de moyens que l'on met à la disposition des clients. Ceux qui nous regardent et qui ont un Mac, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un sens, un intérêt d'installer une suite de sécurité? Oui, et même d'ailleurs, comme sur Linux, la gendarmerie, c'est 90 000 machines environ, dont 80 000 machines sous Linux et à peu près 10 000 sous Windows. Et Mac et Linux sont importants dans l'écosystème, parce que s'ils ont été pendant très longtemps le porteur sain, c'est-à-dire celui qui n'est pas forcément impacté directement, mais qui va pouvoir transmettre le virus. Et d'ailleurs, tous les possesseurs de Mac s'en vantent un peu moins mais en ce moment. Mais c'est vrai qu'au départ, ils se disaient non, il n'y a pas de virus sur Mac, il n'y a pas de souci.
Complètement. Sauf que Mac a fait un bond également en termes de notoriété, en termes de vente et d'adoption chez à la fois les particuliers. Donc c'est de et plus les en plus la entreprises. cible des cybercriminels. Les CSP+, quand on a un Mac, généralement, on Oui. est plutôt dans la catégorie Mm. CSP+. Et effectivement, les Mac, on le voit, on a fait un rapport trimestriel en début d'année et ensuite qui a suivi après le Covid. Et on voit qu'effectivement, les menaces sur les Mac sont également en évolution. C'est très intéressant. Alors, il y a aussi un autre chapitre qui est passionnant, c'est les smartphones et les objets connectés. Benoît, aujourd'hui, pour certains d'entre nous, on se sert plus de son smartphone que de son PC. Est-ce qu'il y a véritablement des menaces sur son smartphone ? Alors, les menaces que l'on va retrouver sur nos ordinateurs de manière traditionnelle se déplacent, se dupliquent sur les smartphones. Notamment, on y trouve maintenant des ransomware, on y trouve également des phishing, parce que lorsque l'on reçoit un email sur son ordinateur, il est finalement, quand on a les bons réflexes, il est finalement assez simple de repérer si c'est un vrai si c'est un email légitime ou pas. On va passer sa souris sans cliquer et voir si le site sur lequel on nous invite à aller est vraiment, le site officiel ou bien pas. sûr. Alors que sur smartphone, l'écran est petit, Ouais. on ne peut pas juste passer le doigt et ne pas cliquer. Donc c'est important d'avoir justement un élément technique, une suite de sécurité sur son smartphone qui va nous faire le garde-fou et nous dire attention, cet email qui est reçu va soit n'est pas légitime pour telle et telle raison technique, soit risque de t'emmener sur un site web qui n'est pas celui qu'il est censé être. Donc, il est important aujourd'hui de sécuriser même son smartphone. Il est très important de sécuriser son Android, smartphone. iOS, de la même manière. Alors sur iOS, c'est différent. Oui, parce que iOS est très fermé. Complètement. Et on n'a pas les mêmes moyens d'accéder à Mhm. iOS que d'accéder à Android, tout en sachant que Android, Google fait énormément d'efforts pour faire en sorte, Avec des notamment, mises à jour de sécurité régulières. et oui, Mhm. et l'ajout de logiciels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous protégeons, EZ, dans le monde, on protège 1 milliard d'internautes, en passant notamment par Google Play Store, que Mhm. l'on protège, et une extension qui est invisible et qui est intégrée à Google Chrome, et pour laquelle, en fait, l'utilisateur, lui, gratuitement, lorsqu'il télécharge un fichier, eh bien, ce fichier est d'accord. analysé Ah oui. par notre antivirus. Donc, 1 milliard d'internautes dans le monde sont protégés par nos solutions Sans le savoir. sans le savoir. Ça, c'est bien. C'est plutôt positif. Très important. Et du coup, ce type de partenariat au niveau technologique, ça nous permet aussi de nous asseoir. On évoquait quelle est la différence entre une suite de sécurité gratuite et une suite de sécurité comme la nôtre. Un partenariat avec Google nous apporte Oui. puissance Des données, technologique bien sûr. qui est sans commune mesure par rapport à un petit éditeur. Dernier chapitre, les objets connectés. On en a de plus en plus. Les caméras, les capteurs divers, etc. Les enceintes connectées. Là aussi, menace. Là aussi, menace avec une approche un petit peu différente parce que nous, éditeurs de solutions de sécurité, ne sommes pas capables de développer pour chaque appareil connecté, surtout Oui, un soft pour protéger cet bien appareil. sûr. Et donc, on va plutôt, et c'est aussi pour ça que la suite de sécurité est importante par rapport à l'antivirus, c'est qu'on va pouvoir, de manière périmétrique, surveiller ce que font les objets connectés pour voir s'il n'y a pas d'activité malveillante, mais également, on va pouvoir également donner des conseils. C'est-à-dire que l'on va regarder l'objet connecté et on va dire, ici, vous avez une page qui vous demande pour accéder à votre caméra un login et un mot de passe, eh bien, vous avez mis admin, ou vous avez laissé le mot de passe par défaut. Vous devriez le changer. Vous devriez le changer. Et pourquoi est-ce qu'il faut le changer ? Parce que les cybercriminels vont... C'est en fait un objet connecté, c'est un mini-ordinateur, tout petit. Et du coup, les cybercriminels vont prendre la main sur l'objet connecté. Et comme des objets connectés, des caméras, par exemple, de grandes marques, on va en avoir des millions répartis dans le monde entier, eh bien, ils vont s'en servir pour aller réaliser des attaques qui vont être compliquées à arrêter parce que cela va venir de plein de points différents dans la planète. Et du coup, il y aura une force liée à ces objets connectés qui sera difficile à contrer. Benoît, dernière question. On voit l'apparition de logiciels antivirus dans les routeurs maintenant, directement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une bonne solution parce qu'au plus près de la menace nous sommes, au meilleure est l'efficacité pour pouvoir combattre. Et notamment, on sort prochainement une version pour Microsoft 365, la suite de sécurité, et on va au plus près de là où peuvent être les menaces grâce à cela. EZ, donc, à découvrir, si vous êtes convaincu en tout ça. En tout cas, même si vous ne téléchargez pas une suite de sécurité, attention, vigilance et écoutons les conseils de Benoît Godenval. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, François. Expert en cybersécurité. Ce de quoi je m'appelle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. D'ici là, protégez-vous et portez-vous bien. À bientôt.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.